Bienvenue à Railfans Canada. Je suis Shane Séguin. Je suis accompagné de Jean-Vincent Lacroix, porte-parole du Réseau express métropolitain de Montréal. Merci pour m'avoir rejoint aujourd'hui. Grand plaisir. Pour commencer, pouvez-vous nous décrire le Réseau express métropolitain? Oui, absolument. Le Réseau express métropolitain, c'est un métro entièrement automatisé sur 67 km et 26 stations qui se déploie dans le Grand Montréal. Donc, on part de la rive sud à Brossard, on va traverser le nouveau pont Samuel de Champlain, on va traverser le cœur de l'île de Montréal, donc s'arrêter à la gare centrale, s'arrêter via le tunnel du Mont-Royal à la ligne verte du métro, donc à McGill, à la ligne bleue du métro à Édouard-Montpetit. Et par la suite, une fois qu'on est arrivé dans le secteur de Saint-Laurent, on va bifurquer vers l'ouest. Donc, on va aller jusqu'à Lens-à-L'Homme, c'est la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. On va remonter vers le nord jusqu'à Laval et Deux-Montagnes. Et on a une jonction aussi qui va avoir un croisement vers l'aéroport de Montréal. Donc, essentiellement, c'est une ligne de métro léger qui bifurque en 3 branches, 3 antennes là, dans l'ouest de l'île, nord et l'aéroport. Alors, le REM comptera 3 stations souterraines au centre-ville, soit la gare centrale, McGill et Édouard-Montpetit. Pouvez-vous nous décrire chacune de ces stations, leur emplacement et les caractéristiques uniques de chacune? Oui, on a 3 stations au cœur de la ville, effectivement. C'est des stations même qui ont été ajoutées initialement en 2016 quand on a annoncé le projet. Les stations de McGill et d'Édouard-Montpetit n'étaient pas dans le projet parce que c'est des stations qui sont hautement complexes à réaliser. Pourquoi? En fait, c'est que à Montréal, on a un tunnel, le tunnel du Mont-Royal, qui a été bâti il y a plus de 100 ans. Donc, à une époque avec des techniques de construction différentes. Et au-delà de l'utiliser, il faut, dans le cadre du REM, le moderniser et surtout, donc, pour y installer des stations comme McGill et Édouard-Montpetit, il faut l'élargir par endroits. Alors ça, c'est hautement complexe parce que c'est des structures qui sont vieillissantes, c'est des structures aussi où il y a peu d'espace et aussi, là, ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer, il y a eu la COVID et il y a eu aussi la découverte d'explosifs centenaires qui ont complexifié de beaucoup les méthodes de travail. Comme il avait été bâti il y a 100 ans, à l'époque, on utilisait de la dynamite. Donc, il y a eu des résidus de dynamite qui étaient encore logés dans le mur du tunnel. Et quand on a commencé à faire les forages, il y a eu une explosion et il a fallu à ce moment-là transformer nos méthodes de travail. Donc, si je parcours chacune de ces stations-là qui sont en cours de construction présentement, on a la gare centrale. Donc, la gare centrale, c'est un bâtiment qui existe au centre-ville de Montréal. Il y a une très grande largeur avec plusieurs voies ferrées, une à côté de l'autre. Nous, on vient s'installer au cœur de la gare centrale. Donc, on vient prendre un certain nombre de voies ferrées, autour de 6 voies de large, et on va venir installer une station du REM. Donc, c'est vraiment une station dans la station de la gare centrale. Par la suite, là, pas très loin, là, quelques mètres plus tard, on arrive à McGill. Donc, McGill va être vraiment inséré dans le tunnel du Mont-Royal, sous l'avenue McGill College, donc de quelques mètres. Ça va venir faire une connexion avec le Montréal souterrain, le fameux réseau de Montréal, le réseau souterrain, et aussi une connexion avec la ligne verte du métro. Donc, on est vraiment là, bien placé là, entre le Montréal Trust, le Centre Eaton, vraiment bien placé pour le cœur de Montréal. Et la Ville de Montréal a aussi, à la surface, l'objectif de bâtir une nouvelle place publique qui va être vraiment devenir l'hypercentre de Montréal. Donc, la station McGill va être très, très bien située pour le cœur de Montréal, le centre-ville. Ensuite de ça, on va traverser le Mont-Royal. Plus loin, on va arriver à la station Édouard-Montpetit. La particularité, c'est qu'on est en ligne droite, mais à la surface, il y a le Mont-Royal qui se déploie. Donc, à ce moment-là, on est beaucoup plus loin de la surface. Alors là, il a fallu creuser 70 mètres. On va être à peu près à 70 mètres dans le sol, ce qui va faire que la station Édouard-Montpetit va être la station la plus profonde au Canada. La deuxième plus profonde en Amérique du Nord. Et cette connexion-là va se faire dans le secteur de Outremont et surtout de l'Université de Montréal Polytechnique. Donc, c'est vraiment un hub universitaire très important dans ce secteur-là. Donc, on va avoir une bonne connexion qui va se faire essentiellement par ascenseur parce que avec la distance, ça aurait été difficile d'avoir des escaliers mécaniques. Donc, ça va se faire par ascenseur, des ascenseurs haute capacité et haute vitesse. On parle d'à peu près un 20 secondes pour franchir les 20 étages là, qui sont requis. Et donc, par la suite, là, on poursuit le réseau, comme je disais. Donc, c'est à peu près les caractéristiques des 3 stations. Le trajet entre les stations REM
Et les stations existantes du métro, ça fait comment? C'est pas très loin, là, on parle de quelques mètres, c'est une distance à pied qui n'est pas très longue. Là. On vise là, un même niveau de connexion que ce qu'on voit dans le métro de Montréal entre Berry-UQAM, il y a plusieurs lignes de métro qui se joignent ou d'autres. Alors vraiment, là, c'est une connexion là, très proche. On a vraiment voulu se coller à ces stations-là. Édouard Montpetit, là, en fait, c'est juste uniquement pratiquement de prendre l'ascenseur puis d'arriver à la bonne hauteur parce que, dans le fond, on aura la surface, on aura le métro de la ligne bleue et le REM qui sera un peu en dessous. Donc, ça va être une connexion essentiellement par ascenseur. McGill, il y a un petit peu de marche à faire. Je dirais que la distance à pied qui est la plus longue entre le métro et le REM, c'est à la gare centrale. En fait, les gens qui passent par là déjà savent à peu près la distance à pied parce que c'est la même chose qu'actuellement. On va être littéralement à la gare centrale. Donc, il faut sortir, prendre un corridor puis se diriger vers la station Bonaventure. On veut par contre, avec le REM, avoir également une sortie directement à la place Bonaventure là, pour avoir un corridor direct vers la ligne orange. Donc ça, c'est également quelque chose qu'on aura, donc un accès plus direct quand on va sortir du REM. Alors, le REM utilisera les trains Alstom Metropolis. Pouvez-vous nous parler de ces trains, de certaines des fonctionnalités qu'ils offriront et pourquoi ils ont été choisis? Oui, on a fait un appel d'offres international en 2016-2017. L'objectif, c'était vraiment d'aller tester le marché avec vraiment tous les joueurs potentiels dans une optique d'aller chercher le meilleur rapport qualité, évidemment, et le prix au bout du compte. Cet appel d'offres-là permet à tous les joueurs de déposer des offres. Ça a été évalué avec grande rigueur et c'est les équipes de GPMM, donc un groupe composé de Alstom et de SNC-Lavalin qui l'ont remporté. Alstom nous a donc proposé de partir de sa gamme de métro léger Métropolis, mais bien sûr de l'adapter au contexte montréalais, principalement au niveau des conditions météorologiques. On a également développé un design propre à Montréal en s'inspirant de différents éléments clés de Montréal. Au bout du compte, on a fait une consultation pour demander aux gens qu'est-ce qui préféré en termes de design et d'habillage de livrets extérieurs et c'est le modèle Saint-Laurent qui l'a emporté, qui aujourd'hui est le modèle qu'on voit sur les voitures, c'est-à-dire une signature lumineuse qui fait écho aux aubans du pont Samuel de Champlain. Donc, la voiture Metropolis là, qui a été adaptée, le modèle Saint-Laurent, c'est une voiture qui va être quand même assez large, un peu plus large que le métro Azur à Montréal. Il va avoir un nombre de places assises similaire par voiture, autour de 32 places assises. On parle d'une configuration longitudinale, un peu comme le métro de New York, pour laisser beaucoup d'espace de dégagement pour traverser à travers la voiture. On va avoir des voitures qui vont être pairées avec un système de BOA pour bien assurer la circulation. En hors-pointe, on va donc avoir deux voitures liées par un BOA, une configuration BOA. À l'extérieur des heures, durant les heures de pointe, ça va être 4 voitures, donc 2 fois une paire de voitures jumelées par BOA. Ça va être des voitures avec plancher chauffant pour l'hiver. Il va y avoir également la climatisation qui sera offerte et également, on va avoir du Wi-Fi gratuit à travers l'ensemble du réseau. On aura également des espaces qui seront dédiés pour les personnes avec des chaises roulantes. Donc, on aura dans une voiture, là, on a 2 espaces dédiés aux personnes en chaises roulantes. Donc, 4 espaces hors pointe, 8 espaces en heure de pointe. On va également avoir des espaces privilégiés pour les gens qui auront des bagages pour se rendre à l'aéroport, également les gens qui voudront apporter leur vélo. Là-dessus, on va se coller sur les grilles d'autorisation de la STM, c'est-à-dire permettre des vélos dans les voitures du REM, mais en dehors des heures de pointe pour faciliter les déplacements et en cas d'urgence. Et donc, ce sont des voitures là, qui auront davantage une coloration blanche, verte, vert sur 3 tonalités, un vert lime très visuel, surtout pour les gens à déficience visuelle pour les barres d'appui. On a également un vert un peu plus pub qu'on appelle, là, qui est notre image de marque, et également un vert plus foncé, un peu plus sobre qui va être utilisé. Donc, c'est des voitures qui ont été reçues depuis déjà un certain temps. Là-dessus, on est très content parce que malgré le contexte pandémique, malgré tout ce qui s'est passé, on est dans les livraisons, dans les temps, dans les échéances. On a toutes les voitures qu'il nous faut présentement pour mettre en service notre première antenne sur la rive sud. Et là-dessus, on a un produit de très grande qualité entre les mains.
Une fois le REM initial construit, que seront les autres possibilités qui existent et qui seront explorées pour des expansions et extensions supplémentaires? Pour le Québec, le gouvernement du Québec nous a demandé de regarder différents projets. On se rappellera qu'un premier projet nous a été demandé de regarder pour l'Est de Montréal. Donc, on a proposé en décembre 2020 un projet qui s'appelait le REM de l'Est, en référence bien sûr au REM qui est en construction. C'est un projet de 32 km qui a été proposé pour rejoindre Pointe-aux-Trembles, tout le secteur de l'Est ainsi que Montréal-Nord. C'est pas un projet, par contre, qui va se poursuivre sous CDP Quimpret. Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont décidé de reprendre le projet. Il y avait des nœuds, si je peux dire, ou des enjeux qui étaient trop importants pour eux et, entre autres, l'entrée au centre-ville. Donc, ils ont décidé de le reprendre en main. Donc, ça ne sera pas notre équipe qui poursuivra à ce niveau-là. Les autres projets qui ont été mandatés par le gouvernement du Québec, c'est de regarder des projets plus du côté de Laval, du côté de la Rive-Sud, du côté de Chambly. On a déjà répondu au gouvernement pour ce qui est de Chambly, c'est que ça ne s'inscrivait pas dans notre modèle de faire un prolongement de cette nature-là. Il faut comprendre que ce qu'on recherche aussi avec le REM, on n'a pas l'ambition de tout faire les projets de transport. On veut que ça soit des projets qui s'inscrivent bien dans notre modèle, c'est-à-dire d'aller chercher un achalandage qui va permettre d'avoir un retour sur investissement. Donc Chambly, ça ne s'inscrivait pas dans ce contexte-là. Même chose pour Laval, on a répondu que c'était plus difficile de s'inscrire dans notre modèle compte tenu du potentiel d'achalandage. Du côté de la Rive-Sud, par contre, on est toujours en train de regarder les possibilités et on est en échange avec le gouvernement du Québec à cet effet-là. Et sinon, là, pour la suite, là, on regarde aussi, là, au-delà du Québec, des projets à l'extérieur, donc en Amérique ou ailleurs dans le monde. Le REM sera un système entièrement automatisé, c'est-à-dire aucun opérateur ne conduira le train à l'avant, un peu comme le SkyTrain de Vancouver. Quel avantage apporte-t-elle dans des domaines tels que le service, la fiabilité et la sécurité? Oui, l'automatisation a été un choix dès le départ parce que c'est des systèmes qui sont extrêmement fiables. C'est des systèmes également qui offrent beaucoup de flexibilité, c'est-à-dire qu'on peut augmenter la fréquence, on peut également faire face davantage aux imprévus parce que le système va s'accorder en fonction des délais, va toujours tenter de rétablir ou de gagner chaque seconde ou chaque minute pour rétablir l'horaire. Alors, c'est des systèmes quand même de haute performance. On a été de l'avant avec un système de type Géo A4 qui sont vraiment en termes d'automatisation les systèmes les plus poussés, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune manipulation humaine, c'est entièrement automatisé, tant la conduite, l'ouverture des portes, la fermeture des portes, l'accélération, les décélérations. Par contre, ça vient avec un centre de contrôle qui va superviser l'ensemble des opérations lorsque le REM sera en service. Et c'est aussi pourquoi on fait beaucoup de tests présentement, parce qu'il faut s'assurer de calibrer et monitorer l'ensemble des données qui sont produites. Là, c'est des millions de données qui seront produites à chaque passage du REM, donc il faut s'assurer de bien les calibrer pour que le système soit performant. Et ce que ça va nous permettre ultimement, c'est que si avec le temps, on veut changer un peu notre service, nos opérations, augmenter notre fréquence, bien ça sera possible. Donc, c'est aussi d'une flexibilité au jour le jour, là, comme on donne souvent comme exemple, si le Canadien de Montréal s'en va en finale de la Coupe Stanley, il remporte la Coupe Stanley, on s'attend qu'il y aura beaucoup plus d'achalandage dans le métro à des heures tardives. Bien évidemment, à ce moment-là, on pourra avoir plus de fréquences pour répondre à la demande. Donc ça, c'est au journalier. Mais à terme aussi, on va pouvoir augmenter la fréquence jusqu'à 90 secondes par passage pour justement pouvoir accueillir plus de clientèle. Le gain en termes de sécurité, c'est que les réseaux automatisés viennent avec un système de porte palières, c'est-à-dire que dans la station même, il y aura des portes vitrées et qui s'ouvriront en même temps que la voiture uniquement. Les systèmes de porte palières sont nécessairement liés à des systèmes automatiques parce qu'il faut une synchronicité vraiment parfaite entre l'ouverture des portes du métro et des portes palières. Et là-dessus, ce que ça apporte, c'est évidemment du confort parce qu'on n'est pas exposé à la pluie, aux intempéries, au froid. Ça apporte également de la sécurité parce que les gens ne peuvent pas aller sur la voie elle-même. Et ça apporte de la fiabilité parce que des études qui ont démontré qu'avec un système de double porte, donc les portes palières et les portes du métro, il y a un peu moins quand même de personnes qui cherchent à retenir les portes parce que ça en fait quand même beaucoup là, à retenir. Alors souvent là-dessus, il y a plus de fiabilité. Et aussi, l'autre facteur de fiabilité, bien, c'est justement parce qu'on n'a pas accès à la voie. Donc, une grande partie là, des retards des réseaux de métro, dont celui de Montréal, est souvent dû à des objets qui tombent sur les voies
souvent le cellulaire. Les gens voyagent beaucoup avec leur cellulaire, donc dès que le cellulaire tombe, on arrête, il faut aller le récupérer. Alors ça aussi, ça augmente la fiabilité du réseau d'avoir un système de porte palière et qui est pas mal un système qui est accordé à l'automatisation. La mise en service du REM. Il y a eu plusieurs défis, dont la plupart entourent le tunnel ferroviaire du Mont-Royal. Pouvez-vous partager avec nous certains de ces défis? Comment cela affecte la chronologie? Et enfin, quand les passagers pourront-ils monter à bord de ces trains brillants en vert et blanc? Oui, ce qui s'est passé avec le tunnel du Mont-Royal, c'est lorsqu'on a commencé à faire les forages dans le tunnel du Mont-Royal, on a eu une très, très mauvaise surprise. On se rappelle, on a fermé le tunnel entièrement en 2020. À l'été, on a commencé à faire le forage et à ce moment-là, il y a eu une explosion. C'est-à-dire que le tunnel a été bâti il y a plus de 100 ans avec des techniques de dynamitage. Les dynamites étaient poussées par des bâtons métalliques au fond de la paroi rocheuse. On faisait exploser, on ramassait, on creusait un trou, on poussait la dynamite. Mais quand on poussait un bâton de dynamite avec un bâton, il pouvait avoir parfois, lors de l'explosion, des résidus au fond du mur qui n'avaient pas explosé. Et c'est ce qui s'est produit, c'est-à-dire qu'il y avait du résidu de nitroglycérine qui était toujours présent. Et quand la mèche de la foreuse a touché la nitroglycérine, donc pas la vibration, mais la chaleur de la mèche, ça a explosé. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Par contre, à partir de ce moment-là, on ne pouvait plus avoir d'ouvriers qui venaient forer manuellement dans le tunnel. Il y avait trop de risques potentiels. Alors là, on nous a demandé du côté de la CNSST d'avoir des méthodes de travail sécuritaires. Et ce qui a été proposé, c'est de créer des petits bunkers qui allaient être installés dans le tunnel du Mont-Royal avec de l'équipement robotisé à distance. Donc, c'est un équipement robotisé donc, l'opérateur est dans le bunker avec un joystick. Il est en train d'opérer une machine à peu près 500 mètres de distance qui est en train de forer. Et ça a été comme ça pour tous les trous de forage dans le tunnel du Mont-Royal. On parle d'environ 60 000 trous de forage. Alors évidemment, cette technique-là de construction a été beaucoup plus longue. Ensuite de ça, on a eu la COVID, tous les impacts de distanciation, on a eu les ralentissements sur les chantiers qui ont été créés. Tout ça pour faire en sorte que ça ait eu un impact sur notre calendrier. Il y a eu un autre enjeu dans le tunnel du Mont-Royal, c'est que dans le secteur tout près de la gare centrale, sous l'avenue McGill College, là où se trouvera la future station du REM, on a aussi vu que le mur central était dans un état beaucoup plus détérioré que ce qui avait été anticipé. Ce mur central-là est important, c'est ce qui soutient la voûte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur la rue McGill College, il y avait du sel de déclassage qui était utilisé. Le sel est rentré dans la terre. Évidemment, comme on a un système de double voûte, le sel est venu s'accumuler sur le mur ici central avec les voûtes et est rentré dans le mur et le corrodé avec le temps. Donc, ce qu'il a fallu faire, c'est entièrement démolir ce mur-là et tout le système de double voûte et venir installer un système parapluie. Donc, une voûte simple qui a été installée tranche après tranche, comme ça, tranquillement, pour remplacer complètement le système qui était détérioré. Et ça a été complété aussi. Donc, présentement, on sait que les enjeux sont derrière nous. On a fini les trous de forage à peu près plus de 90%. On a fini le système de double voûte. Donc, on voit davantage venir la suite. On a moins d'enjeux devant nous. Par contre, on ne pourra pas mettre en service le tunnel du Mont-Royal avant la fin de 2024, compte tenu de ces situations-là exceptionnelles. Ce qu'on a par contre voulu faire, c'est s'assurer que le tunnel du Mont-Royal ne vienne pas empêcher la mise en service des autres antennes. Donc, plutôt que de faire des tests de la rive sud en passant par le tunnel pour tester les voitures du REM sur de montagne, l'ouest de l'île et l'aéroport, on va débuter les tests de ces secteurs-là dès l'an prochain, à la fin de 2023, à partir de notre centre à Saint-Eustache qui est au nord. Donc, les voitures du REM, dès 2023, même si le tunnel n'est pas prêt, elles vont circuler du côté de la rive nord, elles vont circuler dans l'ouest de l'île, surtout en 2024. Et dès que le tunnel sera prêt, on va mettre en service à ce moment-là le tunnel, mais également les branches de l'ouest, de la rive nord et tout le secteur central. Donc, au mieux d'avoir un séquencement d'ouverture en 5 phases, on va ouvrir en 3 phases. La rive sud, tout le reste du réseau pratiquement en fin 2024. Il restera uniquement le secteur de l'aéroport qui viendra par la suite. Parlons de CDPQ Infra, qui est l'organisation principale qui finance et gère ce projet d'envergure. Quelle est leur mission et leur objectif et comment ce projet s'inscrit-il dans leur objectif?
CDPQ Infra, en fait, c'est un nouveau modèle qui a été créé en 2015. L'objectif de CDPQ Infra, c'est qu'on fait partie de la Caisse de dépôt. Donc, la Caisse de dépôt et de placement du Québec fait fructifier l'argent des Québécois pour leur retraite, pour leur épargne. Donc, on parle d'un portefeuille de plus de 400 milliards de dollars. L'objectif, c'est de faire fructifier cet argent-là en plaçant cet argent-là soit à la bourse, soit dans des placements privés, soit dans des projets immobiliers et avec CDPQ Infra aussi dans des projets d'infrastructure. Par le passé, la Caisse avait investi dans différents projets d'infrastructure, que ce soit le Eurostar, que ce soit des projets d'infrastructure à Londres comme l'aéroport Heathrow, des projets d'hôpitaux, etc. Mais c'était des projets où la Caisse était principalement un partenaire financier. Les investissements dans les infrastructures sont très populaires parce que pour des caisses de retraite, c'est des placements qui sont stables sur le long terme, exactement comme ce qu'on veut pour des placements qui sont liés aux retraites. Ce qu'on a voulu faire avec CDPQ Infra, c'est pas simplement d'être à même de pouvoir investir des milliards dans des projets d'infrastructure, mais également d'avoir une nouvelle expertise, une équipe d'experts qui est capable de bâtir ces projets-là. Donc, de les concevoir, de les financer évidemment, de les construire et de les opérer. Donc, depuis 2015, on a bâti cette équipe-là. Aujourd'hui, on est plus d'une centaine, presque 130, 140. Et il faut savoir que tous ces gens-là, du moins pour la plupart, on vient d'organisations qui ont de l'expérience en infrastructure. Donc, c'est des gens qui viennent de l'AMT, de la RTM, de la STM, des organisations comme ça qui ont déjà opéré. Et le but, c'est de se bâtir une équipe d'experts qui serait à même de pouvoir bâtir des grands projets d'infrastructure. Ultimement, ces projets-là d'infrastructure ne doivent pas être déficitaires parce que ça viendrait pas répondre à la mission de la Caisse, il faut que ce soit des projets qui soient rentables. Le but, c'est que ça offre un rendement stable, mais sur le long terme. Donc, on ne parle pas d'un investissement sur un horizon court terme. Souvent, des partenaires privés vont vouloir investir dans les infrastructures pour avoir un retour sur investissement rapidement dans des horizons de 5 ans, souvent en prenant très peu de risques. Du côté de CDPQ Infra, c'est des rendements qui sont sur le long terme. Alors, c'est un 8%, ce qui est visé, mais pas demain matin, ce qui permet d'avoir quand même une capacité à financer des projets de longue haleine comme ça. Et ça permet aussi à la Caisse de aussi accepter certains risques qui sont bons pour les instances publiques, c'est-à-dire qu'on prend les risques de construction. Donc, quand il y a des enjeux de construction, quand j'en ai parlé par rapport au tunnel, par rapport à la pandémie, à la COVID, c'est nous qui assumons ces risques-là de construction au niveau financier. Donc ça protège les instances publiques. Et également, on prend les risques d'achalandage. Il faut savoir que le modèle qu'on propose au gouvernement, c'est un modèle d'utilisateur-payeur, c'est-à-dire que si quelqu'un prend le REM, oui, on va charger le gouvernement, mais si les voitures du REM sont théoriquement vides, il n'y aura pas d'argent qui sera demandé au gouvernement. Alors, c'est vraiment en fonction de l'achalandage réel. Ce que ça permet, c'est que ça nous oblige en fait à proposer un projet dans lequel on croit fondamentalement. Parce que si on propose un projet qui est très beau sur papier, mais qui est vide, qu'il n'y a personne qui utilise, à ce moment-là, on ne pourra pas charger quoi que ce soit au gouvernement via la RTM. Donc, ces deux risques-là qu'on assume, c'est des risques qui protègent les instances publiques. Dans un premier temps, des risques de construction, et on sait qu'il y a souvent des risques de construction. Et deuxièmement, ça nous amène à proposer des solutions de transport qui vont réellement être bénéfiques, qui vont réellement répondre à des besoins. Parce qu'on le sait, il n'y a personne qui va être forcé d'utiliser le transport collectif. Les gens, s'ils prennent le transport puis ils laissent l'auto à la maison, c'est parce que ça répond à un besoin. Donc, ça nous amène à chercher à proposer des solutions qui sont rapides, donc des temps de trajet très rapides pour convaincre les gens d'embarquer, des trajets qui sont fréquents pour que les gens, justement, n'aient pas à attendre, des trajets qui sont fiables pour, justement, que les gens aient envie de l'utiliser et, évidemment, des trajets qui sont faits dans un espace qui est propre, qui est confortable, qui est agréable. Merci Jean-Vincent Lacroix pour m'avoir rejoint aujourd'hui pour parler du Réseau Express métropolitain, un projet d'infrastructure et de transport très excitant et attendu à Montréal. Ça me fait grand plaisir.